Bonjour à toutes et à tous, il est 11 heures. Je vous propose, de commencer, sans plus attendre pour pas prendre, de retard, dans la programmation de ce webinaire. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Charlotte Lemoine, chargée de mission zone humide à la Fédération des conservatoires, d'espaces naturels et du coup, je suis ravie de vous accueillir pour, ce deuxième épisode, de la série de webinaires qui s'intitule, Paroles d'éleveurs. Voilà, moi je vais faire un petit mot, d'introduction, assez rapide et ensuite je, passerai, rapidement la parole aux 2 invités du coup de ce webinaire aujourd'hui que sont Frédéric Signeret et Élise, Guilleneuf. Alors, il faut savoir que la Fédération des conservatoires, du coup, anime depuis 2014 un réseau d'acteurs, à savoir le réseau d'acteurs Zone humide, dans le cadre du plan Loire Grandeur Nature. Il s'agit donc en fait d'une animation de réseau, à l'échelle, du bassin, de la Loire. Cette animation de réseau, s'articule autour de différents, axes de travail, notamment un premier axe qui s'intitule «La vie du réseau» et dans ce cadre-là, on organise, des rencontres, des journées techniques, des webinaires, on anime aussi un groupe support, zone humide et ce groupe support zone humide, c'est un peu mon groupe de travail, restreint qui va, m'appuyer et qui va m'aider à identifier, les grandes orientations et les grands axes à prendre pour l'animation de ce réseau d'acteurs. Et en fait, fin 2022, il a été proposé, comme thématique pour, les webinaires techniques et bien, la thématique des milieux humides et de l'élevage. C'est pourquoi du coup, dès 2023, on, a mis en place une série de webinaires «Paroles d'éleveurs». Alors c'est ce travail, bien évidemment, il va s'articuler enfin, ces webinaires vont s'articuler avec, on va dire, les autres actions qu'on peut mener, dans le cadre de l'axe de travail numéro 3, qui porte, lui, sur la préservation des milieux humides pour les pratiques d'élevage extensif, que sont la production d'outils, l'organisation de journées. Voilà, on fait de la mise en réseau, on fait des échanges d'expériences, on propose de la montée en compétences. On participe à des événements nationaux ou internationaux, comme le salon de l'agriculture ou encore le sommet de l'élevage, où on va communiquer, on va valoriser toutes les actions qu'on peut faire sur cette thématique-là. Ces webinaires pourront aussi bien évidemment s'articuler, avec, le 4e plan national d'action en faveur de milieux humides, dans lequel, va être créé et développé par le Forum des marées atlantiques un réseau national sur cette thématique-là et bien évidemment, ces webinaires pourront être, un des outils qui pourront être, partagés, au niveau national. Alors, concernant les webinaires, du coup, cette série de webinaires Paroles d'éleveurs, on propose en fait 4 épisodes introductifs avec pour thématique «Élevage en zone humide, viable ou pas?» Pour celles et ceux qui étaient, présents à l'épisode numéro 1, donc début, novembre, on avait, du coup un éleveur et puis un gestionnaire, qui avaient, traité cette question, mais autour, des vallées alluviales. Donc c'était élevage en zone humide, viable ou pas en vallée alluviale et pour ce deuxième épisode, on vous propose, de, partir de la même question, mais cette fois-ci, avec, une exploitation qui se situe dans les marais. Les objectifs, de ce webinaire sont multiples, donc je vous les ai remis là. Normalement et vous les avez trouvés aussi sur le site du Centre de ressources sur la nature, mais je vais vous les redire. L'idée, c'est vraiment de vous faire, découvrir ou redécouvrir des systèmes d'élevage qui mobilisent des parcelles, en milieu humide, montrer les bénéfices des milieux humides, pour des systèmes d'élevage extensifs, mais aussi la plus-value des pratiques extensives pour ces milieux. Démontrer qu'il est possible de vivre de l'élevage avec des parcelles en milieu humide, échanger sur certains a priori, soit via les questions que vous pourrez poser, soit en direct et puis, partager bien évidemment, des retours d'expérience. Ces, webinaires sont à voir et à revoir et à partager puisque, tous les webinaires, sont, enregistrés pour ensuite être, mis en ligne et sont ensuite accessibles librement depuis le centre de ressources Loire Nature. Voilà, pour info, il y en a certains d'entre vous qui ont reçu, le lien, mais l'épisode numéro 1 a été mis en ligne ce matin et voilà, vous pouvez, le voir, le revoir, le partager, l'utiliser,
Voilà, sans modération. Le format, donc comme prévu, on part sur 1 h 30, donc de 11 h à 12h30, avec minimum, 20-30 minutes d'échange entre les intervenants et les participants. Comme vous pourrez le voir et comme, certains le savent, donc là, c'est vraiment un témoignage, donc il va se faire sous forme d'entretien, en fait, sous forme de conversation entre un éleveur ou une éleveuse et le porteur de projet ou la personne qui, l'accompagne, dans sur son exploitation, qui lui apporte, appui, conseil et cetera. C'est quelque chose qui est tout à fait nouveau pour, la fédé. C'est un webinaire, c'est une nouvelle forme de webinaire qu'on vous propose et on vous propose quelque chose qui est authentique parce que, comme je l'avais dit, on a une préparation amont avec les intervenants, mais on ne fait pas de répétition générale. L'idée, c'est vraiment de laisser la parole libre, à l'éleveur et à la personne qui l'accompagne, voilà. Quelques petites consignes, normalement les micros sont coupés par défaut, mais pas forcément parce que je vois que c'est pas forcément le cas. Je vous remercie bien de garder vos micros, coupés pendant toute la durée du témoignage. Comme le webinaire est enregistré, ça évite en fait d'avoir des bruits parasites, et ça sera beaucoup plus sympa à réécouter et à revoir, sans tous ces petits bruits. Et puis, si vous avez des questions, au cours, de la partie témoignage, vous pouvez utiliser, le petit module conversation qui se trouve normalement en haut de votre fenêtre. Voilà, moi je les compile et puis pendant la partie, échange, du coup, je les, redonnerai, je retransmettrai ces différentes questions, à Fred et Élise. Sans plus attendre, je vais, laisser la parole, à Frédéric Signoret et Élise Guilleneuf. Voilà. Merci à tous. Est-ce que vous voyez bien mon diapo là? Impeccable, Élise. Ok, super. Bon, alors, du coup, moi je suis Élise Guilleneuf, je suis animatrice au CRAPAL, c'est le Conservatoire des races animales en Pays de la Loire, et je suis accompagnée de Frédéric Signoret, qui est éleveur de vaches maraîchines en Vendée, dans le Marais breton. Et Frédéric, il est aussi coprésident du CRAPAL et impliqué dans différents réseaux, notamment Paysans de Nature, dont il nous parlera tout à l'heure. Alors là, je vais vous présenter rapidement ce qu'est un conservatoire de race animale et voilà quelles sont nos missions au CRAPAL. Alors déjà, le CRAPAL, c'est une association qui a été créée en 98 et on regroupe des associations d'éleveurs de races locales menacées. Alors, ces races locales, je vous ai mis juste après qui elles sont. Vous voyez que c'est assez varié au niveau des espèces. Et en fait, pourquoi aujourd'hui on a des races menacées? C'est parce que suite à la Seconde Guerre mondiale, il y a eu en fait, un manque d'alimentation et du coup, au niveau de l'État français, il y a eu une décision qui a été prise de se recentrer sur quelques races les plus productives. Et du coup, toutes celles qui étaient moins productives, elles ont été délaissées par l'agriculture. Alors que, à côté de ça, elles ont plein d'autres qualités. Notamment, elles sont la plupart du temps rustiques, donc bien adaptées pour vivre en milieu humide, ce dont on va parler ce matin. Et après, souvent, elles sont assez mixtes en termes pour la production de lait, de viande, etc. Voilà. Alors, juste pour vous les présenter rapidement, là, la vache maraîchine, donc c'est celle-là, c'est la race que Fred Signoret élève. Et il y a aussi la vache nantaise qui lui ressemble. Et donc ça, c'est des races qu'on considère rustiques. Et pour les races ovines aussi qui sont assez rustiques, on a la Belle-Île, l'Ande de Bretagne, le mouton d'Ouessant aussi, et puis le mouton Solomio. Et ça, c'est des races qu'on retrouve fréquemment en éco-pâturage, par exemple, ou dans les milieux humides, par exemple. Voilà, du coup, au niveau des principales, des races, quoi. Alors après, l'ensemble des races et des variétés qui ont été créées et entretenues par l'homme, ça constitue la biodiversité domestique, juste un élément de définition. Et c'est essentiel de préserver cette biodiversité parce que, en fait, on contribue à préserver la diversité génétique
Et aussi, en sauvegardant ces races, on sauvegarde un patrimoine qui est le reflet d'un terroir, d'une culture. Et voilà. Après, à savoir aussi que les éleveurs qui sont en race locale, souvent, ils commercialisent leurs produits en vente directe ou en circuit court. Donc, ils sont en lien avec les consommateurs, les restaurateurs ou les bouchers, par exemple. Et ça permet de créer une activité économique locale, ce qui est bénéfique pour la société. Et après, aussi, souvent, les élevages en race locale, ils sont en système plutôt herbagé, extensif, et du coup, il peut être plus résilient face au changement climatique. Voilà. Et voilà, pour présenter un peu les enjeux qui sont liés à la préservation de ces races. Et après, plus concrètement, nous, au niveau du CRAPAL, on a 3 principales missions. Donc la première, c'est de représenter les assos auprès de la région, notamment faire les demandes de financement pour que les assos puissent réaliser leurs projets. On suit aussi les aides à la protection des races menacées. Après, notre deuxième mission, c'est d'accompagner les associations dans la sauvegarde et la professionnalisation des élevages. Donc là, par exemple, on organise des formations pour les éleveurs, pour qu'ils puissent monter en compétence sur les sujets dont ils ont besoin. On peut aussi animer la vie associative et accompagner la création de microfilières. Et notre troisième mission, c'est de communiquer sur ces races. Par exemple, on organise des événements. Et là, l'objectif, c'est de donner envie à des nouveaux éleveurs professionnels et particuliers d'avoir ces races et pour qu'elles se développent. Voilà. Et après, si vous souhaitez en savoir plus sur le crapal et sur les différentes races là, que je vous ai montrées, n'hésitez pas à aller sur notre site internet. Et après, pour information, des conservatoires, il y en a d'autres en France, dans différentes régions. Donc, n'hésitez pas à vous renseigner, à prendre contact avec ces conservatoires. Parce que l'intérêt qu'on a, nous, au niveau des conservatoires, c'est qu'on a un lien avec des éleveurs de races rustiques, donc qui peuvent potentiellement exploiter des surfaces en zone humide. Voilà, enfin, il y a un réseau, en tout cas, autour de ça. Voilà, donc j'ai fini pour la présentation du crapal et des races locales. Maintenant, juste, c'est pour situer un petit peu, vous aider à localiser l'exploitation de Frédéric Signoret qui va parler juste après. Donc lui, il est en Vendée, donc voilà, on voit sur la carte de la France. Et le Marais breton, c'est au nord-ouest de la Vendée, à côté de l'île de Noirmoutier, là. Et du coup, Fred, il est sur la commune de Notre-Dame-de-Mont, ici. Voilà. Et là, c'est une photo du paysage là-bas. Et du coup, Fred, je vais te laisser te présenter et voilà, présenter ton parcours, etc. Ok, merci. Merci, Élise. Et je pourrais passer les pages, du coup, tu peux me dire quand tu as besoin de... Voilà. Merci, Élise. Merci, Charlotte et la Fédération des Scènes de nous inviter à témoigner. C'est toujours un plaisir. Donc, voilà, juste pour expliquer que je travaille dans un GAEC qui s'appelle le GAEC La Barge. Et la barge, ça fait référence à l'oiseau que vous voyez là, sur la photo. Barge à queue noire qui niche sur nos prairies et on accueille une proportion importante de la population française. Vas-y, tu peux continuer. Donc, je vais vous présenter un peu ma trajectoire personnelle pour illustrer le contexte de la ferme et un peu comprendre son système, les choix qui sont faits et les résultats que je vais vous présenter ensuite. Donc, avant d'être naturaliste, moi je suis né dans le centre de la France, dans le Berry, avec un grand-père éleveur de vaches charolaises et de brebis en prairie naturelle, dans une zone plutôt humide avec des tourbières. Et bon, je vais passer assez vite, mais j'ai débarqué en Vendée pour travailler à la LPO en tant que naturaliste. J'ai fait donc de l'animation nature et ensuite des expertises, des inventaires, des plans de gestion et de la gestion d'espaces naturels sur la lagune de Bois notamment et les terrains de la LPO, propriété LPO à Beauvoir-sur-Mer.
Et donc, le constat, c'est que ces espaces-là sont limités. La fin de mon activité à la LPO, donc du coup, on a un impact qui est limité aux surfaces concernées. La fin de mon activité à la LPO, c'était essentiellement autour des mesures agro-environnementales et climatiques, et puis un petit peu Natura 2000, mais c'était surtout les MAEC à l'époque. Enfin, ça s'appelait pas comme ça, mais c'est la même chose. Et donc avec un constat que c'était un outil assez formidable, mais finalement assez peu efficace. Du coup, l'envie de passer de l'autre Migrer. côté, de devenir agriculteur, notamment. Ah, il y Oui, a un je micro qui sais, doit ouais. être ouvert. Faut que je passe. Et hier, j'étais au bureau et j'ai oublié. Là, je suis rentré. Pascal, vous avez votre micro qui est ouvert. Voilà, merci. Du coup, un sentiment donc d'impuissance de l'outil et l'envie surtout de démontrer qu'il était possible de bien gagner sa vie tout en protégeant la biodiversité, alors que la plupart des représentants agricoles dans les comités de pilotage des MAEC prétendaient le contraire. Donc voilà, cette envie de confirmer cette intuition selon laquelle il était possible de gagner bien sa vie et d'avoir un effet très positif sur la biodiversité. Vas-y, tu peux passer. Donc, je décide de devenir agriculteur, ce qui me permet de mettre en application des choses. Donc là, sur la droite, vous voyez un nid de vanneau avec quelques vaches maraîchines au pâturage, dans des prairies très inondées, vous voyez, mais même des zones un peu désherbées. On est en début de printemps. Donc ça marche très fort, hein, les résultats sur la biodiversité de mon installation. Et puis en plus, j'ai la chance de pouvoir planter des piquets dans l'eau, ce qui est une activité que j'aime bien. Blague à part, effectivement, quand on est chargé de mission naturaliste ou dans tous les métiers que vous connaissez, j'imagine, derrière vos ordinateurs, on est assez peu sur le terrain et moi j'avais envie de plus de terrain. Donc voilà, content de devenir éleveur. Vas-y, tu peux passer. Devenir éleveur, eh bien, c'est découvrir d'autres univers quand on est salarié de la LPO, notamment la question de la viande. Là, c'est pour ça qu'il y a à gauche le schéma d'une découpe de cuisses de veau. Également des réalités sociales, économiques. Là, nous sommes dans une manifestation devant l'abattoir de Chaland qui menace de fermer et nous, on apporte le taureau pour faire exprimer notre inquiétude. Ça n'a pas empêché l'abattoir de fermer, mais en tout cas, on était là. Pour la petite histoire, c'est Bigard qui a racheté l'abattoir et qui a fermé quelques semaines après. Et puis sur la droite, en bas, vous avez une réunion avec des producteurs constitués en GI2E dans le territoire du Marais breton, qui sont des agriculteurs qui portent les valeurs de l'installation, du circuit court, et puis de la biodiversité comme levier de production et aussi de valorisation de nos produits. Et là, on est en train de réfléchir à un magasin de producteurs. Donc voilà, de nouveaux univers, de nouvelles façons de travailler en devenant agriculteur. Vas-y, tu peux passer. Quelques satisfactions et des récompenses, notamment au Salon de l'Agriculture, j'ai oublié l'année, mais bon, notre expérience est récompensée. Vas-y. Je vous présente mon associé. Nous sommes en GAEC à 2 associés avec 2 salariés. Donc mon associé, c'est celle qui est au fond. Vas-y, tu peux passer. Un petit contexte Marais breton. En haut à droite, vous avez une illustration d'un des paysages du Marais breton. Bon voilà, c'est un peu hétérogène. Là, on n'est pas dans les zones d'anciens marais salants, on est dans les prairies plutôt plates qui inondent. Il y a une autre partie où il y a beaucoup d'anciens marais salants avec des degrés de salinité plus ou moins forts. Donc une grande diversité finalement de milieux, même si le paysage semble assez homogène comme ça au premier abord. Et surtout, un état de conservation de la biodiversité très fort. C'est un des territoires de zone humide français les mieux préservés, avec par exemple pour le chevalet gambette, de l'ordre de 70% de la population nationale. C'est la même chose pour la barge à queue noire, le canard souché par exemple. Et voilà, de très belles populations de hibou des marais. Beaucoup de prairies naturelles, contrairement à d'autres marais littoraux atlantiques. Celui-ci a été assez peu bousculé. Je dirais qu'il y a au moins les 2 tiers qui sont restés en prairies naturelles et seulement les zones de polder et les zones arrière dunaires où il y a un peu de sable mélangé à l'argile qui est labouré pour les cultures de céréales.
En fait, pas tellement parce que les gens du Marais breton ont un attachement plus fort à la biodiversité, mais plutôt parce que le sol le permet pas tellement. En fait, quand on laboure les prairies telles que celles qui sont sur la photo, ben, on remonte du sel et la productivité des prairies diminue largement. On a très très peu de matière organique à cause de la teneur en sel de nos argiles. Bon voilà, c'est une des raisons. Il y en a d'autres, comme le morcellement de la propriété qui empêche les remembrements aussi. Voilà, donc un territoire très préservé, très méconnu. D'ailleurs, c'est amusant de constater les deux phénomènes conjoints, parce qu'on parle des fois d'écotourisme pour sauver la biodiversité, puis on s'aperçoit que finalement, c'est peut-être un des territoires les mieux préservés et les plus méconnus. Vas-y, tu peux passer. Alors, les modalités de gestion à la ferme, elles consistent en essentiellement se différencier de ce qui se fait autour par deux actions principales. C'est notamment de condamner tous les systèmes de drainage pour garder l'eau sur les prés. Et cela a pour conséquence d'avoir un taux d'inondation. Aujourd'hui, là, avec les fortes pluies que nous avons eues cet automne, on est autour de 40% de la surface de la ferme qui est inondée et ça diminue jusqu'en juin. Donc, bah, c'est le levier le plus important hein, pour renaturer nos espaces semi-naturels de marais, c'est de remettre de l'eau sur les prairies, parce que ce qui s'est passé dans les années 60 avec la mécanisation forte, notamment les pelleteuses, et puis la performance des écluses, on a augmenté largement les capacités d'évacuation des marais. Quand on lit les récits historiques, eh bien en fait le marais pendant les siècles passés inondait autour de 6 mois par an, voire plus. Et maintenant, quand on a 2 semaines par-ci, 3 semaines par-là, c'est le grand maximum. Donc évidemment, toutes ces espèces qui avaient coévolué avec l'homme dans ces marais, dans des systèmes d'inondation et d'exondation très fortes, c'est important aussi l'exondation, et bien finalement n'ont plus les conditions nécessaires à leur existence. Donc nous, ben, on fait l'inverse des autres, on condamne tous les drainages pour essayer de faire revenir ces espèces, et on réduit la mécanisation. Donc ça, c'est un autre phénomène plus récent qui est lié à la perte de main-d'œuvre en élevage, où finalement on remplace les hommes par des machines. Ça a pour conséquence d'avoir d'immenses surfaces de fauches qui sont fauchées d'un seul coup par des grosses machines, et aussi d'être impactant, défavorable à la biodiversité. Et c'est une des choses que les MAEC n'ont pas du tout réussi à enrayer. Moi, je suis tout à fait mobilisé contre les rémunérations de retard de fauche, parce que je pense que ça subventionne la mécanisation, alors que je pense qu'il faudrait conditionner les MAEC à des pratiques manuelles, non mécanisées, qui sont celles qui sont les plus vertueuses pour la biodiversité. Vas-y, tu peux passer. Donc les conséquences de cette démécanisation à la ferme, ben, en fait, c'est la recherche d'une hétérogénéité des végétations pour satisfaire le besoin des animaux tout au long de l'année. Jusqu'à aujourd'hui, nous avons encore des troupeaux. On a 3 troupeaux, on a 80 bêtes à peu près sur 170 hectares, j'y reviendrai. Et on a encore aujourd'hui des animaux qui sont en train de s'alimenter sur des végétations spontanées sans affouragement. Et ça, c'est possible grâce à plusieurs modalités de gestion qui sont l'hétérogénéisation de la végétation. On voit là au milieu une vache qui mange des roseaux. Donc ça, c'est une ressource très intéressante pendant les périodes de sécheresse. Et puis sur la gauche, une vache qui mange des salicornes. Et voilà, ça fait aussi partie en zone salée des ressources azotées importantes pour satisfaire le besoin des animaux pendant qu'elles vont compléter leur ration avec des herbes sèches qu'on voit derrière la vache. Et finalement, en ayant cette ration avec un petit peu de salicorne et beaucoup d'herbes sèches, ben en fait, on apprend grâce à des formations et aux pratiques que ça couvre le besoin des vaches.
Donc ça, c'est des choses qu'on n'apprend pas tellement à l'école, qu'on apprend aujourd'hui, notamment grâce au réseau Scopella, et au principe Pâturajus, qui est notamment animé par la Chambre d'agriculture des Pays de la Loire, mais aussi par Scopella, comme je viens de l'expliquer, le CRAPA, le paysan de nature, à travers les formations que nous proposons, dont Élise a parlé en introduction. Et la conséquence de ça, c'est la protection du busard cendré que vous voyez sur votre droite. Donc là, c'est un poussin. Et en fait, quand on fait comme ça des pâturages très tardifs sur des végétations diversifiées, eh bien, on a beaucoup plus de réussite de reproduction qu'avec une simple retard de fauche. Les retards de fauche, chez nous, dans les marais, se traduisent par un retard au 10-15 juin. Et du coup, c'est tout à fait insatisfaisant parce qu'au 10-15 juin, les busards cendrés sont encore en train de couver, voire d'élever leurs petits, mais la plupart sont encore en couvaison. Alors que nous, avec les pratiques là, de retard de pâturage sur des végétations très tardives, eh bien en fait, cette année, on a réussi à sauver 3 nids de busards cendrés sans intervention humaine, puisque les troupeaux n'étaient pas encore passés, et les troupeaux sont venus manger au mois d'août, septembre, octobre, des végétations dans lesquelles toutes ces espèces qui ont besoin de végétation sénescente peuvent faire leur cycle. Donc là, j'ai pris le busard cendré, mais on pourrait aussi prendre la perdrix grise, le citicole des joncs, tous les criquets, un certain nombre d'autres insectes, coléoptères, etc. Vas-y, tu peux passer à la diapo suivante. Donc, je voulais un petit peu expliquer, 80 animaux UGB sur 170 hectares, ça fait à peu près ce chargement moyen. Ça, c'est très important. Je pense que c'est le secret d'un agroécosystème équilibré avec les autres vivants. C'est un chargement moyen faible. J'ai développé une théorie empirique du chargement idéal que je vous livre. Moi, je le calcule de la façon suivante. Je regarde ce qu'une prairie naturelle dans un milieu donné, sans intrants, donne comme productivité annuelle, qu'on peut mesurer donc par la fauche. On regarde combien de tonnes de matière sèche est extraite de ce milieu-là. Chez nous, c'est autour de 3 tonnes de matière sèche hectare. On sait qu'un UGB consomme 5 tonnes de matière sèche par an. Donc avec 3 tonnes de matière sèche hectare, si vous voulez respecter les équilibres, eh bien, il faut être autour de 0,4, 0,5, 0,6 UGB hectare, en tout cas en dessous de 0,6, si vous pouvez pouvoir nourrir vos animaux sans intrants. Et pour moi, c'est un repère intéressant. Donc sur la ferme, on fait 8 à 9 mois de pâturage par an, et j'ai parlé d'un truc qui s'appelle le compromis Shetland, c'est-à-dire que l'outil idéal, à mon avis, pour faire de la gestion d'espaces naturels dans notre territoire de zone humide, ce serait le poney Shetland, parce qu'il a très peu de besoins. Il n'est pas lourd, il pourrait tenir toute l'année dehors sans aucun fourrage et sans aucun bâtiment. Donc ce serait sans doute l'outil de gestion écologique idéal, mais on n'a pas fait ce choix-là parce qu'on veut pouvoir être en lien avec les habitants du territoire par l'intermédiaire de l'alimentation. Et c'est la raison pour laquelle on a choisi la vache maraîchine, parce que d'abord c'est une très belle vache, et que comme ça on peut vendre des colis de viande de vaches à nos voisins, aux cantines locales, aux boucheries locales, etc. Ce qui est beaucoup plus difficile avec du poney Shetland. Vous aurez deviné pourquoi. Et la photo de gauche, ça illustre une de nos pratiques qui consiste à aller chercher des végétations atypiques, clin d'œil à Bénédicte et Marion de l'INRA, qui sont en fait des végétations qui poussent dans les fossés en période de sécheresse. Là, on voit des génisses en train de manger des liserons ou des atriplex hyper riches en azote soluble pour alimenter des animaux alors que tout est cramé sec dans les marais. Et donc pour ça, on pratique le pastoralisme avec de la clôture mobile et on va chercher de l'herbe dans des endroits un peu compliqués. Vas-y. Au-delà de la vente directe, comme l'a expliqué Élise tout à l'heure, qui est un peu le passage obligé de tous les éleveurs en race locale, parce que nos races locales, elles ne sont pas conformées pour les filières longues industrielles, elles sont sous-payées dans la filière du broutard d'exportation, elles sont sous-payées par les marchands de bêtes. Bon, c'est un peu moins vrai en ce moment parce que le marché de la viande est plutôt haut. Voilà, mais en tout cas, globalement, on fait de la vente directe et nous, on a mis beaucoup d'énergie dans la création d'une filière collective
avec les Biocoop et la LPO. On a créé le logo que vous voyez là et on a la fierté de fournir 3 boucheries dans les rayons. Aujourd'hui, je pense une vingtaine de restaurants commerciaux, privés, et puis une dizaine de cantines grâce au travail énorme d'éleveuses qui font du commerce, de la logistique, de la livraison. Voilà. Et on a monté cette filière avec la LPO, je ne sais pas si je l'ai dit. Vas-y, tu peux passer. Là, je passe. Ouais, non, c'est bon. Donc du coup, ouais, les motivations de créer cette filière qui là est présentée. Non, vas-y, tu peux revenir à la précédente. Qui est sur la photo de droite, on a illustré lors d'une fête du patrimoine hein, dans un lieu, c'est à l'écomusée du Davio, avec un formateur pour les restaurations collectives. Là, bon, on explique au grand public tout ce qu'on fait. Les motivations pour créer cette filière, c'était pas tant d'augmenter le revenu ou la valeur ajoutée dans les élevages que de créer des conditions d'accueil aux nouveaux porteurs de projets, parce qu'en fait, on a eu une dynamique très forte d'installation en vache maraîchine dans le Marais breton, qui continue à se développer aujourd'hui, surtout des éleveuses d'ailleurs. Il y en a au moins 2 là présentes sur la photo. Et du coup, il y a un moment donné où on fait tous de la vente directe, on s'adresse aux mêmes personnes, et il y a ce sentiment que le marché est un peu bloqué. Ce qui est plus ou moins faux d'ailleurs, parce qu'on a une population assez importante et il y a toujours moyen d'inventer des nouvelles façons de communiquer, d'aller à la rencontre des gens à travers les marchés de Noël, par exemple, actuellement, où on peut recruter de nouveaux clients. Ce que j'ai coutume de dire, c'est que tant qu'il y a des voitures sur les parkings de supermarchés, on a encore des marges de manœuvre en vente directe. Et il y en a encore beaucoup, des voitures sur les supermarchés. Et donc, voilà, c'était plutôt pour montrer qu'on avait une dynamique collective, accueillante pour de nouveaux porteurs de projets et rassurer les porteurs de projets, aussi les banques. On l'a fait tout récemment, un courrier dans le cadre de la filière pour aider une porteuse de projet à garantir le fait qu'on avait besoin d'animaux pour alimenter cette filière. Vas-y, tu peux passer. Donc la diapo qui est là, si j'ai bien compris, a fait un peu polémique ces dernières semaines, mais c'est pas grave, on va quand même continuer d'expliquer la réalité de la situation du GAEC Labarge. Il s'agit donc du revenu et de l'EBE. Donc pour les non-initiés, l'EBE, ça veut dire excédent brut d'exploitation, et finalement ça revient aux revenus, donc aux bénéfices qui sont faits sur la ferme, plus la capacité de remboursement d'emprunt. Donc c'est la ligne rouge. Et ce qui explique la différence entre la ligne rouge et la ligne jaune, c'est le remboursement d'emprunt. Et donc quand les 2 lignes se rejoignent, ça veut dire qu'il n'y a plus d'emprunt et que l'EBE égale le revenu. Et les 2 barres bleues, elles sont là pour illustrer la part des mesures agro-environnementales dans ce revenu. Si j'ai illustré ça, c'est parce que très souvent on dit oui, mais bon, ça marche bien, effectivement. Là, on voit 80 000 € au plus élevé, même 80, près de 100 000 en 2020. Ça a rediminué un peu, hein, je vous rassure, depuis. Mais tout ça, c'est parce que vous êtes en zone Natura 2000, vous avez les MAEC, c'est facile, etc., etc. Donc en fait, si on regarde 2017 et 2018, j'avais pas les données à l'époque, on a fait le graphique pour les années suivantes, mais de toute façon, on est toujours plafonné autour de 50 000 €, vu que nous sommes en GAEC avec 2 associés. Les plafonnements dans notre territoire sont à 25 000. Quand on multiplie par 2, ça fait 50 000. Donc on peut pas monter au-dessus réglementairement. Et du coup, on voit la différence pour 2017, par exemple, entre les MAEC qui s'élèvent autour de 42,3 et le revenu qui est de l'ordre de 80 000. Eh bien, en fait, ça nous laisse encore un revenu de l'ordre de 38 000, si je ne me trompe pas, disponible à se partager en 2 associés. Voilà. Donc, c'est ça la réalité du GAEC. Et sur la diapo d'après, on va pouvoir observer que ça n'est qu'une partie des subventions, les MAEC.
Si vous regardez le tableau à droite, vous avez à la 4e ligne l'ensemble des aides qui sont touchées par le GAEC, donc proche de 120 000 euros. Là, on est sur l'année 2021. Donc c'est très important. Mais en fait, il n'y a que 45 à 50 000 euros de MAEC. Tout le reste, c'est exactement les mêmes subventions que peuvent toucher tous les éleveurs de vaches allaitantes partout en France. Voilà, et du coup, étant donné que c'est un travail qui a été fait par le CRAPAL, je vais laisser la parole à Élise pour commenter cette diapo. Ouais, du coup, ça, c'est juste quelques remarques. Là, j'entends. Je ne sais pas s'il y a peut-être des micros de laisser. Non, tout est fait. C'est bon. Là, c'est mieux, du coup, c'est bon. Alors, là, là c'est les chiffres, en fait, du GAEC-Labarge pour 2021. Et du coup, en fait, le BE, c'était 93 000. Et pour info, le BE moyen des fermes en bovin viande en France, c'est 52 000. Voilà. Donc là, on voit que c'est quand même au-dessus, largement. Alors là, ça reprend en fait les produits de l'exploitation. Et là, on a le détail, donc on voit qu'il y a une grosse partie qui est en viande découpée, donc avec la vente directe, là, les circuits courts. Après, une partie animaux vivants et puis un petit peu de vente d'herbes sur pied. Voilà, et du coup, là, ce qu'on peut remarquer, en tout cas dire, c'est que déjà, il y a sur la ferme une bonne valorisation des produits via les circuits courts. Il y a un travail qui est fait là-dessus, notamment via la filière, voilà, les ventes directes. Et puis, la Fred l'a déjà dit, mais le fait qu'il n'y ait pas d'emprunt, ça, c'est un point fort de l'exploitation aussi, quoi. Voilà, après, pour moi, c'est tout. Enfin, j'avais pas forcément d'autres choses à rajouter par rapport à ça. Voilà, Fred, je te laisse la parole, du coup. Vas-y, passe à la suivante. On a bientôt terminé. Préparez vos questions. Ça, c'est une diapo qui illustre l'intérêt écologique de la démarche paysan de nature en Marais breton. Donc vous avez une situation en 2001 sur la gauche où les deux taches jaunes et orange sont les espaces à vocation conservatoire. La tache jaune, c'est des terrains du département de la Vendée, des espaces naturels sensibles, et la tache orange, des terrains qui appartiennent à la LPO France. Et en fait, notre dynamique pour favoriser l'installation d'éleveuses favorables à la biodiversité, notamment en mobilisant les moyens de la conservation de la nature à travers des partenariats avec la LPO, le département, le conservatoire du littoral, le conservatoire d'espaces naturels, etc., la collectivité locale également, la communauté de communes et une commune là, qu'on revoit sur la diapo du milieu et de droite en rouge, qui est la commune de la Barre-de-Mont. Qui, là, en fait, on est sur un espace de compensation. Et bien, en fait, avec tous ces efforts-là, on multiplie les espaces avec une forte volonté de favoriser la biodiversité. Et les petits points noirs que vous voyez, en fait, ce sont les coupes de barjac noir. Donc, sur une espèce menacée à l'échelle mondiale, vous voyez l'impact de cette dynamique, d'une dynamique, je dirais, socio-économique en faveur de la biodiversité, qui produit un effet très intéressant sur la biodiversité et sur les espaces qui souhaitent, qui s'engagent en faveur de la biodiversité. Depuis, là où il y a le plus de points noirs, la densité de points noirs en plein milieu en 2017, là, eh bien en fait, il y a des terrains qui sont en train d'être achetés par le département, par une éleveuse qui est une ancienne stagiaire qui est passée par le GAEC-Labarge, qui s'est installée dans une ferme voisine sur 120 hectares. Et voilà comment on consolide en fait tous ces espaces naturels, dans le même temps qu'on renforce l'alimentation, la relocalisation de l'alimentation, l'approvisionnement des cantines, la création d'une filière, etc. La tache verte, il s'agit de fermes achetées par Terre de Liens, qui contribuent aussi à cette démarche-là. Et voilà, il y en a d'autres que j'oublie certainement. Voilà, aujourd'hui, le réseau continue de se densifier avec
d'autres acteurs. On a eu une tentative un peu compliquée avec la Fédération des chasseurs, mais la Fédération des chasseurs était moteur aussi dans ce projet d'installation d'éleveuses en race maraîchine. Mais il y a eu quelques bâtons dans les roues qui font que c'est compliqué. Voilà ce que je peux dire. Tu peux passer, je pense qu'on va arriver à la fin. Ouais, c'est la dernière. Voilà, et ben super. Du coup, on a été rapide, donc n'hésitez pas à poser vos questions. Si tu laisses cette diapo-là, du coup, voilà, en absence de questions, je pourrais rebondir, mais sinon, je laisse la main. Charlotte, si tu as des... Merci Fred. Alors pour l'instant, on n'a pas de questions dans les conversations. Ah si, on en a une qui est arrivée. Pour le BE, la moyenne est par GAEC. Je ne sais pas si j'ai bien compris la question ou pas. Vous pouvez la voir ou vous pouvez la lire aussi, Élise et Fred, en même temps que moi. Ouais, non, c'est pour les deux associés. Hein. C'est cumulé, c'est le BE à partager en deux associés. En fait, le BE, c'est l'excédent brut d'une exploitation. Donc, on prend l'exploitation au global. Voilà. Et est-ce que vous avez la moyenne nationale, par hasard? Bah, là, du coup, ouais, c'est 52 000. Voilà. C'est ce que disait Élise. C'était le chiffre donné par Élise sur la diapo. Effectivement, la En question... 2021. Parce qu'après, d'une année sur l'autre, ça peut varier aussi, quoi. Ouais, c'est ça. La question de... La question de Bénédicte, tous les commentaires qui sont faits, effectivement, le problème, c'est un indicateur qui nous montre pas le nombre d'associés dans un GAEC ou une ERL, et du coup, c'est effectivement pas très facile à comparer, quoi. Puisque s'il y a 5 associés ou une seule personne, ça fait pas la même chose en termes de revenus, quoi. Oui, c'est sûr. Il y a une main qui s'est levée. Oui, bonjour. Bonjour. Bonjour, je suis Gwenaëlle Monnier. En fait, je travaille avec des agriculteurs en prairies humides. Et vous avez parlé que vous faisiez du pâturage tardif. Et moi, je sais que j'ai rencontré quelques réticences pour le pâturage tardif parce qu'ils m'expliquaient que avec leurs vaches, ils avaient le souci que la végétation en fait était trop dense et du coup trop difficile pour commencer le pâturage à ce moment-là. Et du coup, ils préféraient faire une fauche puis un pâturage sur le regain. Et je voulais savoir comment vous avez procédé. Est-ce que vous avez fait en fait un enseignement, habituer petit à petit les animaux pour pâturer ce genre de végétation C'est quand? Alors, merci pour la question. Effectivement, tiens, c'est Gareth en photo, je la reconnais. Toutes les pratiques dont j'ai parlé nécessitent des apprentissages croisés des éleveuses et éleveurs et des vaches. Ça se fait pas tout de suite. Je vous renvoie au réseau Pâturajuste et à Scopella, qui est vraiment notre guide, nous, pour apprendre et continuer de progresser régulièrement sur toutes ces questions. Et la réponse, en fait, nous, on n'est pas sur des végétations luxuriantes, on est plutôt, vous avez vu, dans des prairies argileuses, on n'est pas dans des zones avec des grandes quantités de matière organique, 3 tonnes de matière sèche hectare, c'est pas énorme. Mais il me semble, par rapport aux témoignages que j'ai pu recueillir à travers le réseau Pâturajuste, qui est un réseau d'éleveurs en co-apprentissage avec des techniciens sur des pratiques un peu innovantes de pâturage, que la notion du chargement instantané est vraiment déterminante sur la façon de valoriser des végétations nouvelles. Et en fait, nous, on pratique des chargements instantanés de l'ordre de 50 à 70 GB par moment, notamment quand il y a beaucoup d'herbes, pour éviter qu'elles piétinent partout, qu'elles aillent manger partout, et puis qu'elles gaspillent. Et en fait, voilà, le secret pour éviter ça, c'est de faire des chargements très forts, de faire de la clôture électrique et de les déplacer régulièrement, tous les jours, tous les 2 jours ou 3 jours. Ça a plein d'intérêts, en fait. Ça a des intérêts autour du parasitisme, ça évite l'infestation parasitaire.
Ça permet d'augmenter la relation de complicité au travail entre l'éleveur et les vaches. Seulement, ça s'apprend pas du jour au lendemain. En fait, moi, quand les gens du réseau pâturagiste m'ont expliqué ça, pour aller sur des végétations très sèches, au contraire, bah, je les ai regardés avec des gros yeux en leur disant ouais, j'ai déjà essayé, c'est bon, ça marche pas chez moi, les vaches elles se sauvent. Alors ils ont tous rigolé, ils ont dit bah oui, effectivement, la première fois les vaches elles se sauvent. Mais en fait, il faut insister, c'est pas elles qui décident. Les vaches, tu les remets là, tu remets un rang de clôture, tu mets la clôture à fond, s'il y a un veau qui sort, tu le remets tout de suite, tu attends pas qu'ils se prennent dans le fil, etc. Et tu reviens plusieurs fois par jour pour voir si tout se passe bien. Et au bout d'une semaine, bah, en fait, c'est appris que c'est toi qui décides. Et en fait, les vaches, elles comprennent au bout d'un moment que ça sert à rien qu'elles sortent parce que tu vas revenir le lendemain ou le surlendemain et qu'elles vont être satisfaites dans leurs besoins. Bah, voilà, donc c'est assez passionnant en fait, mais c'est très différent des pratiques actuelles d'élevage, y compris en zone humide, où les éleveurs ont plus le temps d'être avec leurs vaches, où souvent bah, ils font de la céréale à côté ou d'autres productions. Et donc du coup, il faut aller le plus vite possible aux vaches, y aller le moins souvent possible. Et en fait, c'est pas très compatible avec l'usage de ces végétations atypiques qui nécessitent des compétences et de la disponibilité de l'ordre de ce que font les bergers, quoi. Mais c'est un vrai plaisir quand on le pratique. Seulement, c'est différent et c'est pas les mêmes compétences qui sont mobilisées non plus, c'est pas les mêmes appétences. Et malheureusement, aujourd'hui, on recrute plus ou on engage plus les éleveurs dans des compétences de conduite d'engin que, des pratiques de pastoralisme, quoi. Merci beaucoup. Compétences de conduite d'engin qui sont néanmoins très utiles. Il y avait Gwendoline qui a une main levée. Mais c'était la question de Gwendoline à laquelle tu viens de répondre. Est-ce qu'il y a d'autres questions parmi nos participants? Non. En attendant qu'il y en ait une qui arrive, Fred, nous, à chaque fois, on demande aux éleveurs qui interviennent dans ces webinaires, on avait demandé à Cédric, du coup, pour la première épisode, toi, en une phrase, en synthèse, l'élevage en milieu humide, en une phrase pour toi. J'ai pas compris. En une phrase, pour toi, comment tu définirais l'élevage mobilisant des milieux humides ou en milieu humide? Eh bien, je le définirais comme une grande chance parce que, contrairement aux idées reçues, les zones humides sont les zones les plus productives. C'est ce qu'on apprend au cours élémentaire, hein, que les zones humides sur le globe sont les zones avec la productivité primaire la plus importante. Et en fait, on a oublié ça parce que l'agriculture, depuis les années 60, consomme beaucoup d'intrants. Et du coup, les zones humides sont pas tellement réceptives aux intrants. Elles le sont, mais elles le sont moins. En tout cas, elles ont été beaucoup moins améliorées que les zones exondées. Et du coup, on a inversé la tendance. Aujourd'hui, on entend les éleveurs de zones humides se lamenter du fait que ils sont bloqués dans les rendements parce que les zones de bocage autour ou de plaine sont beaucoup plus productives. Mais en fait, c'était l'inverse avant qu'on invente la chimie en agriculture. Et du coup, c'est bien de s'en souvenir. Et avec l'augmentation du coût des intrants, du pétrole, du gaz qui font augmenter tous les intrants, eh bien en fait, ces zones humides vont être des aubaines pour continuer d'élever des herbivores dans un cadre de sobriété. Et donc du coup, voilà ce que j'en pense. Ça, c'est pour le côté de la production agricole. Et sur le plan de la qualité de vie, moi, je trouve ça génial. Ce matin, quand je suis allé à l'étable, j'entendais les sarcelles d'hiver et les canards siffleurs qui étaient sur la zone inondée juste à côté de la ferme. Et donc ça, c'est enfin, voilà, moi, c'est pour ça que je fais ce métier-là, hein. Et puis après, on était allé déplacer un troupeau qu'on a rapproché de la ferme avec deux copains qui sont venus de 100 km d'ici et qui veulent apprendre un peu l'élevage. Et c'était un moment génial de traverser le marais sur les routes avec les vaches. Voilà, après, le côté, des fois, parce qu'il y a des côtés moins drôles,
C'est quand il pleut, qu'on n'a rien pour s'abriter, qu'on marche dans la boue et qu'on remplit ses bottes alors qu'il fait froid dehors, bah voilà, c'est des fois un peu dur. Et puis sinon, il y a une espèce d'inquiétude, mais relative, du fait qu'on est sous le niveau de la mer et qu'on sait qu'un jour ou l'autre, il faudra partir avec notre troupeau ou sans notre troupeau, on verra, pour laisser la place à la mer, quoi. Merci Fred. D'ailleurs, j'aurai une question à ce sujet-là pour toi après, mais il y a une autre question qui est arrivée de Léna Diobecker. Bonjour, comment est perçue par les consommateurs la filière avec la LPO? Quelle communication sur ce partenariat? Alors la LPO nous aide beaucoup dans la communication, notamment sur le côté positif de l'élevage en faveur de la biodiversité d'une part. Mais ça, c'est un grand classique, je dirais, hein, que vous mobilisez tous plus ou moins dans vos territoires. Là, l'originalité, c'est qu'on en mobilise un autre, c'est celui du bilan carbone positif de nos élevages d'herbivores ruminants. Cette fameuse viande rouge dont j'ai encore entendu ce matin sur France Inter qu'elle n'était pas à privilégier. Donc voilà, il nous aide à démentir cet aspect-là, qu'il y a élevage d'herbivores ruminants et élevage d'herbivores ruminants avec des concentrés, que ça ne veut pas du tout dire la même chose en termes d'impact sur les paysages et sur la planète, sur le réchauffement. Donc là-dessus, ils nous aident, ils ont créé des posters qui sont présentés dans les magasins des Biocoop, on apporte des éléments de communication aux vendeurs en Biocoop. On fait des films, des articles, des vidéos, des séminaires, des webinaires comme aujourd'hui. Enfin, voilà. Dans tout ça, la LPO nous a beaucoup aidés. Et aussi, un outil dont je n'ai pas parlé, mais qui est hyper important au sein du paysan de nature et de la filière, c'est le dialogue permanent pour la nature. Et en fait, ce sont les habitants des territoires et les consommateurs qui sont nos contrôleurs. Je dis ça pour faire le parallèle avec les contrôles PAC ou les contrôles bio. Et en fait, nous, on s'est inspiré du système participatif de garantie de nature et progrès, et ce sont donc les citoyens des territoires aidés, accompagnés par des naturalistes professionnels et d'autres éleveurs qui viennent visiter les fermes et qui vérifient que les engagements qu'on a pris dans le cahier des charges sont bien respectés et qui accompagnent de façon bienveillante et non obligatoire les éleveurs vers des progrès en faveur de la biodiversité. Voilà en quoi la LPO nous est vraiment très précieuse dans cette démarche-là. Je ne vous cache pas qu'en revanche, il y a eu des inconvénients à travailler avec la LPO, notamment pour l'adhésion de certains éleveurs qui trouvent que notre filière a une coloration un peu trop écolo. Et ça fait partie des axes sur lesquels on doit travailler à l'avenir pour améliorer l'adhésion des éleveurs. Merci Fred. Une question faisant en venir une autre. Bonjour et merci pour tous ces retours d'expérience. Certains éleveurs se heurtent au problème de l'acquisition des terres. Auriez-vous des leviers à partager pour des éleveurs qui souhaitent avoir cette même démarche de protéger et enrichir la biodiversité via leur activité? Merci d'avance. Alors, le réseau paysan de nature, le CRAPAL, le Conservatoire des races locales, d'abord, vous expliquez que Paysans de Nature cherche à faire collaborer les horizons de l'élevage, de l'agriculture de manière générale, de l'alimentation, avec la participation des habitants, des organisations agricoles, des organisations environnementales ou de gestionnaires d'espaces naturels, pour faciliter l'installation de nouveaux éleveurs. On a un vrai problème de recrutement. Il faut qu'il y ait des éleveurs et des éleveuses qui reprennent le flambeau, notamment pour utiliser nos espaces qui, sans l'élevage, perdent un certain nombre d'intérêts. L'acquisition foncière ou l'aide à l'acquisition foncière par des conservatoires fait partie des outils mobilisés. Et on a un outil très original à Paysans de Nature, c'est l'appel aux prêts citoyens des habitants du territoire pour acheter du foncier ou pour prêter de l'argent aux porteurs de projets en attendant que des organisations conservatoires puissent prendre le relais.
Ça peut aussi être la SAFER, ça peut être Terre de Liens, ça peut être... enfin voilà, tous les opérateurs, les collectivités locales, souvent, sont assez intéressés pour acheter du foncier en zone humide ou en zone périurbaine pour favoriser l'approvisionnement local. Et en fait, souvent, il y a un problème de délai, parce que les instructions des dossiers pour acheter des terrains, ça ne se fait pas en un claquement de doigts. Ça peut prendre 6 mois, le temps d'instruire, de consulter, de voter des budgets, etc. Et du coup, nous, à Paysans de Nature, on a trouvé le moyen, en fait, de mobiliser de la finance citoyenne très rapidement, en rassurant les citoyens comme quoi ils seront remboursés, voilà, pour venir compléter les budgets d'installation. Donc voilà. Au-delà de l'acquisition, il y a le problème de l'accès au foncier. Des fois, on n'achète pas, on loue. Et là, eh bien, on est soumis aux mêmes règles que n'importe quel agriculteur, n'importe quel projet d'agriculture. Donc, c'est un travail avec la SAFER, avec les chambres d'agriculture, la CDOA, un travail de collaboration avec les agriculteurs locaux, de présentation du projet aux élus, etc., pour que le projet soit accepté. Et en fait, il faut passer par les fourches codines de l'installation agricole classique avec les formations, le statut de jeune agriculteur, etc. Et à ce titre, on a une mauvaise nouvelle parce que la région des Pays de la Loire a voté récemment l'augmentation du chiffre d'affaires obligatoire pour pouvoir toucher la DGA, où on passe à 90 000 euros, ce qui est une très mauvaise idée parce que du coup, ça défavorise les systèmes à faible niveau d'intrants et à faible niveau d'investissement, ce qui est très dommage pour tous les systèmes dont nous faisons la promotion. Sur proposition du syndicat des jeunes agriculteurs, ce qui était une très mauvaise idée. Voilà. Merci beaucoup, Fred. En attendant qu'il y ait possiblement une autre question qui arrive de la part des participants, moi, je voulais rebondir par rapport à la remarque que tu as faite tout à l'heure en disant, oui, qu'il y avait la montée des eaux et que tu savais pas du coup si tu allais partir, avec ton troupeau ou pas et où aller. Mais du coup, moi, j'ai déjà eu plusieurs remarques ou questions sur justement, cette montée des eaux. Est-ce qu'elle va certainement entraîner une salinisation plus importante des marais? Et du coup, la question derrière, c'est, est-ce que du coup, cette salinisation des marais va avoir, un impact ou non sur, l'alimentation de ton troupeau? Est-ce que, elles vont trouver, suffisamment? Est-ce qu'elles vont s'adapter? Et cetera, et cetera. Voilà, c'était plus des questions par rapport à ce sujet-là. Alors, en fait, on a la chance dans le Marais breton d'être déjà dans des zones à très forte influence salée. Et en plus, j'ai eu une petite expérience sur le polder de Sébastopol, à Noirmoutier, où j'ai pu utiliser les terres de la réserve naturelle régionale actuelle, que j'ai cédées dorénavant à des collègues pour les aider à s'installer à leur tour. Et en fait, ce sont des zones avec des influences salées très importantes. Il n'y a pas d'eau douce, par exemple. Donc, il a fallu installer des abreuvoirs avec l'eau du robinet, quoi. Et en fait, c'est tout à fait possible de faire de l'élevage dans ces conditions-là. J'ai des témoignages d'éleveurs qui utilisaient des prés-salés en pâturage. Ça n'existe plus beaucoup, chez nous en tout cas. Un petit peu par des brebis, mais pas beaucoup par des vaches. Enfin, pas à ma connaissance. Mais voilà, j'ai des témoignages anciens des années 60 d'éleveurs qui emmenaient leurs troupeaux bovins pâturer sur les prés-salés. Donc ça le fait très bien. Voilà, ça complique les choses, ça oblige à inventer, à ramener les animaux plus à l'intérieur ou dans des zones d'abreuvement d'eau douce. Moi, ça m'inquiète pas, en fait. Ça a aussi des avantages d'être en zone salée. Il y a tout un tas de minéraux qui sont disponibles alors qu'elles ne le sont pas ailleurs. Les végétations, par exemple, constituées d'obiones, d'astères maritimes, de salicornes, sont très riches, y compris en période de sécheresse. On a la chance d'avoir la mer qui vient les submerger régulièrement tous les 15 jours lors des fortes marées. Et en fait, ça nous apporte des végétations riches en azote et en sucre soluble, alors qu'éventuellement tout le reste est cramé, comme on le voit là sur la diapo avec de l'herbe sèche. Bon, voilà, moi j'accueille tout ça toujours avec intérêt. Peut-être ça diminuera la productivité, la capacité de produire beaucoup d'animaux.
Mais en fait, sur le territoire du Marais breton, je pense qu'on est déjà globalement en moyenne en dessous des capacités d'accueil du milieu. On est au-dessus en termes de pratiques. Je pense on a des pratiques qui sont trop intensives par rapport à l'expression maximum de la diversité du vivant, parce qu'on utilise des machines et des produits, et qu'on exporte du foin dans d'autres territoires. Mais je pense qu'on pourrait augmenter le nombre d'herbivores présents sur le territoire, c'est-à-dire nourrir plus de monde, avec des pratiques pastorales plus extensives, basées plus sur la main-d'œuvre et moins sur la mécanisation, et qui seraient plus profitables aux vivants. Et des zones de présalé me semblent tout à fait compatibles avec ce type de pratique. Merci beaucoup, Fred. Est-ce qu'il y a d'autres questions? N'hésitez pas, vous pouvez aussi lever la main et prendre la parole si vous le souhaitez. Bon, sinon, j'ai encore une question. Ah, si, il y a Gwendoline qui a relevé la main. On vous laisse la parole. Oui, j'avais encore une question sur vos techniques de pâturage. Vous avez dit que vous étiez donc en pâturage 8 à 9 mois par an, donc j'imagine que ça dépend de l'inondation de vos parcelles. Et je voulais savoir comment vous gériez ce pâturage, notamment en période printemps, qui est plus favorable au parasitisme. Est-ce que vous avez des techniques particulières? Comment vous fonctionnez pour ça sur la ferme? Merci. Alors merci il y a plusieurs questions. Il y a la question de la portance des sols ou de l'accès à cause de l'inondation. Je vais commencer par celle-ci, puis vous me ferez repenser au parasitisme après, si j'oublie. En fait, nous, on n'est pas dans une zone avec des inondations totales de parcelles. En fait, c'est que des inondations partielles, avec du micro-relief à l'échelle des parcelles. Et du coup, on a toujours des zones un peu exondées. Donc, en fait, on n'a pas ce problème qu'ont certains éleveurs dans des zones où, j'en sais rien, moi, sur des îles de Loire ou ou dans les marais mouillés du marais Poitevin, où en gros, il faut sortir les bêtes en bateau, elles ont de l'eau jusqu'au ventre. Voilà, nous, on n'a pas ça. Par contre, on a des endroits où on est obligé de leur faire traverser des zones inondées. Donc ça, je l'ai fait la semaine dernière. Hein, c'est un peu galère, même si c'est amusant de voir les vaches traverser dans l'eau. Ça fait penser aux images qu'on voit dans les westerns ou dans les documentaires sur le pastoralisme où les éleveurs doivent faire traverser des ruisseaux, des rivières, voire des fleuves à leurs animaux. Donc c'est des pratiques un peu du passé, mais qui sont vraiment très riches en termes d'apprentissage avec le troupeau. Nous, on rentre les animaux quand même là maintenant, parce qu'on n'arrive pas encore à gérer le plein air intégral. On a quand même un problème de portance des sols, de piétinement en fait des zones exondées, où la végétation finit par être très abîmée si on les laisse. Bon voilà. Cependant, on a expérimenté le pâturage de végétation non utilisée jusque il y a la semaine dernière. On avait des végétations qu'on n'avait pas du tout pâturées depuis la mise à l'herbe. On a mis les vaches dessus avec des chargements instantanés forts, mais par contre, les vaches ne restaient pas plus d'une journée et elles passaient dans le pré d'après. Dans le paddock d'après, on déplaçait la clôture. Alors ça piétine, ça marque le sol, mais finalement, je pense que ça va pas pénaliser la végétation. Et là, une semaine, 15 jours après, on voit la végétation qui repart. Bon, à voir ce que ça va donner sur le long terme en termes d'évolution des végétations. Donc voilà, c'est assez récent, toutes ces expérimentations-là. On avait commencé en 2021. 2022 a été une année un peu exceptionnelle en termes de sécheresse et de faible productivité. 2023, très grosse productivité, le double de 2022 au moins. Et donc du coup, c'est ce qui fait qu'on a tenu jusque la semaine dernière avec des végétations sans affouragement du tout du troupeau. Donc on est sur des pratiques assez marginales, je le conçois. Sur la question du parasitisme, alors pour moi, il n'y a pas tellement de problème de parasitisme au printemps, parce qu'on est sur la mise à l'herbe, l'hiver est passé, il y a assez peu de parasites qui sont restés vivants. On est plutôt, pour moi, c'est plutôt l'automne, en fait, la période un peu sensible pour le parasitisme. Les périodes douces et humides,
derrière des pratiques de pâturage où les prairies se sont réinfestées par les animaux eux-mêmes. Alors nous, ça fait au moins 10 ans qu'on déparasite plus du tout nos animaux, avec aucun produit, même pas naturel. C'est le chargement moyen faible de l'exploitation qui nous permet d'y arriver. Et également le fait qu'on pratique le pâturage tournant, donc avec des chargements instantanés forts, et le troupeau qui reste très peu de temps au même endroit. Et en fait, ce pâturage tournant, il est assez peu pratiqué à l'automne, à l'été-automne, chez les éleveurs. En fait, souvent, ce qu'on observe, c'est les gens pratiquent du pâturage tournant au début pour rationaliser l'utilisation de l'herbe, pour éviter que les vaches ne piétinent de trop grandes surfaces et qu'elles mangent bien tout. Et puis, dès que les ressources commencent à devenir limitées, sachant que les vaches restent au même endroit la plupart du temps, hein, l'effort que nous faisons de ne pas faucher certains endroits pour aller amener les animaux, il est encore très peu pratiqué. Moi, je vous encourage à vous intéresser à ces pratiques-là et puis à les diffuser auprès de vos éleveurs parce que c'est rentable en fait, c'est bon pour la santé des animaux et c'est bon pour la biodiversité aussi. Donc je disais, dans les pratiques courantes, les animaux, en fait, les éleveurs, ils ouvrent les barrières, puis ils vont un peu partout où ils veulent, alors que c'est le moment, à mon avis, crucial, sensible pour le troupeau, où la sensibilité au parasitisme, elle est la plus forte, parce qu'en fait, c'est là où il y a eu du parasite partout répandu par les animaux, et c'est là où finalement les ressources commencent à diminuer. Donc finalement, l'espèce d'équilibre entre le parasite et la vache, et le troupeau, il commence à être au bénéfice du parasite parce que les conditions deviennent plus dures, il y a moins de ressources et il y a plus de pression parasitaire. Donc c'est exactement le moment auquel il faut être attentif à faire du pâturage tournant pour deux raisons. Parce que d'une part, on réduit le parasitisme, on évite que les vaches reviennent, consomment les larves ou les parasites qui ont été excrétés par les animaux. Et d'autre part, on rationalise aussi la ressource disponible. C'est-à-dire que quand on laisse tout ouvert, en fait, qu'est-ce que font les vaches? Elles vont manger ce qu'elles préfèrent, toujours. Elles se comportent comme des enfants. Si vous mettez sur la table des bonbons et puis des brocolis, il y a de fortes chances qu'ils finissent les bonbons avant le brocoli. Et les vaches fonctionnent pareil. Elles n'ont pas de capacité d'autorégulation, c'est un peu contre-intuitif. Moi, c'est ce que je pensais au départ. Je me disais, bon, on leur met ce qu'elles veulent et puis elles vont faire de l'automédication en quelque sorte. En fait, ça ne marche pas comme ça. Elles vont manger tout ce qui est appétant en premier, donc qui est très riche en azote soluble et en sucre soluble, et elles vont délaisser toutes les végétations ligneuses. Et en fait, pour être en bonne santé, il faut qu'elles mangent les deux, enfin ligneuses ou en tout cas avec du carbone, des herbes sèches. Pour être en bonne santé, il faut qu'elles aient les deux. Parce que, d'abord, pour alimenter les bactéries du rumen, pour assurer l'équilibre entre les bactéries amylolytiques, celles qui digèrent les sucres rapides, et les bactéries cellulolytiques, celles qui vont dégrader la cellulose, en fait, il faut qu'elles aient accès tout le temps de façon équilibrée entre les deux types de nourriture. Et pour ça, il faut les obliger à manger du sec. Et pour les obliger à manger du sec, en fait, il faut les contraindre, c'est-à-dire leur donner une portion de végétation jeune, verte. En fait, c'est facile à repérer dans la nature. Les végétations riches en azote, ce sont les végétations vertes. Ce qui fait la couleur verte des plantes, c'est le fait qu'elles soient vivantes. Et si elles sont vivantes, c'est qu'elles ont des protéines, puisque une végétation vivante, ce sont les parois des cellules qui contiennent les protéines, qui font que ces végétations-là sont riches en protéines, et les végétations sèches, en fait, elles sont moins riches en protéines, elles sont plus riches en carbone. Et donc voilà, il faut assurer la ration, comme à l'étable, 30% de sucre ou d'azote soluble, 70% de carbone pour que ça se passe bien. Et en fait, c'est en assurant cette ration au fil chaque jour qu'on assure la bonne santé des animaux, qu'on assure la couverture de leurs besoins et la limitation du parasitisme. Voilà.
Et pour ça, bah, il faut passer du temps avec ces vaches. Nous, on a 3 troupeaux de 20 à 25 vaches sur la ferme, et c'est environ 1 heure par jour par troupeau. Voilà, ça fait 3 heures de boulot au troupeau par jour. C'est pas non plus énorme à 4 personnes sur la ferme. On fait plein d'autres choses hein, par ailleurs, c'est pour ça. Et du coup, c'est c'est peut-être un peu plus que dans des systèmes classiques où on vient apporter une botte de foin, regarder si l'eau ça va bien, où je dirais les 60 animaux peuvent être mis ensemble. Bon, mais c'est différent. Nous, on n'allume pas le tracteur, on y va à pied ou à vélo. C'est un autre métier, quoi. C'est une autre forme d'activité. Merci Fred. Est-ce qu'il y a encore des questions? Des personnes qui veulent prendre la parole? Moi, s'il y en a pas encore, j'en ai encore quand même, moi quelques-unes Fred. Moi je me pose aussi la question des jeunes, qui souhaiteraient s'installer et cetera. Parce que tout à l'heure tu as dit quand même que des fois c'était un peu dur. Mais justement pour tout ce qui est, un peu, élément social, donc tu as parlé de ton EBE, de tes revenus et cetera. Mais après est-ce que des fois tu arrives à prendre, des week-ends? Est-ce que, tu connais le mot vacances? Est-ce que voilà, des choses comme ça aussi, tu pourrais un peu nous parler de ton rythme peut-être aussi, tes semaines, c'est combien d'heures à peu près? Je sais qu'il y a très certainement des périodes où tu fais plus d'heures que d'autres, mais peut-être donner quelques éléments aussi comme ça, si c'est possible? Ok, alors on a une petite fille avec Ludivine, mon associé, et du coup, Ludivine prend, je pense, 5 semaines de vacances par an à peu près. Et puis elle se rend disponible les mercredis et les week-ends, on assure le service minimum. Moi, je prends pas trop de vacances parce que je préfère passer du temps à vous parler. J'ai passé le week-end à Paris pour aller parler de ces expériences-là au Muséum d'histoire naturelle. Donc voilà, moi, c'est ça mes moments d'évasion de la ferme. Mais en gros, je pense qu'on bosse à peu près 35 heures semaine sur les activités de production à la ferme et de vente. Peut-être un peu plus, parce que bon, des fois on compte mal les activités un peu extra-agricoles, lorsqu'on fait des marchés de Noël pour recruter de nouveaux clients. Bon, on est avec les copains, on a un peu du mal des fois à compter ça dans les heures de travail. Mais voilà, en fait, on passe surtout beaucoup de temps à militer, à participer à des activités collectives autour de la filière notamment, qui nous prend beaucoup de temps. Mais bon, voilà, on a quand même. En revanche, il y a de l'astreinte. Ça nous arrive régulièrement d'être mobilisés le vendredi à 18h, alors qu'on n'en a pas envie parce que bah, cette pratique pastorale, en fait, elle fait prendre plus de risques. Il y a plus de risques que les vaches sortent que lorsqu'on est en stabulation ou dans des parcs très fermés. Vu qu'on va chercher des végétations un peu marginales à droite à gauche, on fait manger des arbres, des bords de route, des bords de chemin. Ben, en fait, les vaches sont pas habituées, et surtout les veaux. En fait, ils découvrent tous les jours le périmètre du parc, et ben, ça, c'est source d'évasion. Donc voilà, on apprend à gérer ce stress. Maintenant, ça nous fait beaucoup moins d'effet que quand on a débuté, mais c'est une vraie difficulté pour certains éleveurs de savoir que tu peux avoir une vache sur un chemin ou bon, il y a des gens que ça inquiète, quoi. Juste pour revenir aux questions de technique de pâturage et puis d'accompagnement à l'installation, vous rappelez que Paysans de Nature, le Crapal et tous les partenaires de Paysans de Nature proposent des formations un peu partout, avec le Seine aussi, on en a fait plusieurs, sur le bassin de la Loire, dans le cadre du plan Loire, je crois. Mais tu pourras préciser ça, Charlotte. Et donc, si le sujet vous intéresse, j'imagine que vous n'aurez pas tout intégré aujourd'hui, ni même quand on aura fait la formation d'1 ou 2 journées. Vous dire qu'on l'a fait aussi dans des territoires avec des agriculteurs tout à fait classiques,
avec le Forum des Marais Atlantiques dans l'estuaire de la Gironde autour d'une formation obligatoire en MAEC où on a expliqué toutes ces façons de procéder et on a été très, je dirais, satisfait de l'accueil des agriculteurs classiques qui étaient très intéressés par le dialogue permanent pour la nature où en fait on part des préoccupations des agriculteurs pour traiter des questions de biodiversité et non pas de nos habituels cahiers d'habitat, cahiers des charges et autres contraintes qui paraissent des fois assez exotiques aux agriculteurs. Donc voilà, si l'exercice vous intéresse, on a des formations qui tournent, qui sont éligibles au VIVEA, qui sont éligibles à d'autres fonds de formation pour les salariés non agricoles. Donc n'hésitez pas à nous solliciter pour ça. Merci Fred. Oui, oui, effectivement, du coup, dans le fameux axe 3 dont je vous parlais en introduction, donc l'axe qui est dédié à la préservation des milieux humides par les pratiques agroécologiques extensives, on propose du coup depuis 2022 un accompagnement technique sur 2 jours qui est animé par Paysans de Nature et qui est rendu possible du coup parce que effectivement c'est dans le cadre du plan Loire Grandeur Nature et on est soutenu par l'Agence de l'eau Loire-Bretagne, qu'on remercie ici pour nous soutenir dans le cadre de cet axe de travail. Et voilà, du coup, depuis 2023, cet accompagnement technique, il est à la fois ouvert à des acteurs voilà, qui travaillent avec des éleveurs, des gestionnaires d'espaces naturels, donc structures très variées. Et depuis 2023, du coup, cet accompagnement technique est aussi ouvert aux éleveurs. Donc voilà, donc ça fait vraiment une mixité, une diversité des structures et des participants qui est très intéressante au niveau des échanges et de l'enrichissement que peut prendre cet accompagnement technique. Et en 2024, on proposera 2 sessions puisque c'est assez demandé, c'est pas mal demandé. Donc du coup, l'année prochaine, on fera 2 sessions, une certainement encore en Pays de la Loire et une qui aura lieu dans l'Allier. Voilà, voilà pour les informations. Alors je vois qu'il y a plus de questions, mais on est dans les temps donc c'est parfait. Du coup, je vais continuer, avec, quelques mots de conclusion. Déjà, je vais remercier, Frédéric et puis Élise qui se sont prestés, au jeu de ce webinaire. Et pour conclure du coup, voilà, moi je vais vous donner, rendez-vous, début 2024 puisque comme je vous l'ai dit, il y a 4 webinaires, introductifs. Donc là, pour l'instant, vous en avez fait que 2. Et du coup, la date du prochain webinaire est tombée pendant ce webinaire-là. Donc, je vous le donne en direct. Donc, le prochain Parole d'éleveur sera le mardi 30 janvier. Donc, on reste sur les mardis, on reste sur le même créneau, donc 11h à 12h30, avec Arnaud Simon, qui est éleveur en brebis limousine sur le plateau de Millevaches, donc zone de source du bassin versant Loire-Bretagne. Voilà, comme vous l'avez vu, à chaque fois, on essaye de changer de type de milieu humide pour voir ce qu'il est possible de faire en zone humide. Voilà, je le remettrai dans le PowerPoint. Je vous remercie. Alors, pour répondre à la dernière petite question qui vient d'arriver, où pouvons-nous avoir accès aux dates de ces formations? Les dates, elles sont calées pour l'une, pas pour l'autre, mais elles sont sur le site du Centre de ressources Loire Nature. Je vous remettrai tous les éléments. Voilà, comme vous avez, la plupart ont dit que oui, vous voulez être informés pour le prochain épisode et puis pour voilà, les éléments, les événements et les outils ou les rencontres qu'on peut organiser. On vous transmettra aussi les dates, voilà, sauf si vous ne voulez pas être informé, mais on vous informera de ces différentes dates pour que vous soyez dans la boucle et que vous puissiez aussi vous inscrire. Voilà. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne fin de matinée. Encore merci à vous pour vos questions, pour votre mobilisation et à Fred et Élise pour vos interventions. Merci beaucoup. À bientôt.